Imaginez une organisation secrète en plein cœur de Paris qui compterait parmi ses membres les personnes les plus puissantes et influentes du pays. Une organisation qui depuis maintenant 80 ans tirerait les ficelles de la société française dans la plus grande discrétion. Une organisation dont feraient partie les présidents de la République, les patrons du CAC 40, les puissants avocats ou encore les journalistes influents. Une organisation avec ses propres codes, ses propres rites, ses propres secrets et qui serait tellement discrète qu'on dirait-elle que c'est une société secrète. Une organisation si influente que si vous n'en êtes pas membre, il serait presque impossible pour vous de devenir quelqu'un de réellement puissant. Eh bien, vous vous en doutez, cette organisation existe bel et bien, et elle s'appelle Le Siècle. Fondé en 1944, ce club privé est devenu un lieu incontournable pour les personnes les plus puissantes et influentes de l'Hexagone. Une véritable élite qui s'est développée au fil des années et qui se réunit désormais une fois par mois pour se retrouver en toute intimité, loin des regards indiscrets. Sauf que vous vous en doutez, toute cette discrétion et ce mystère autour du siècle font dire à beaucoup de personnes que ce lieu est plus qu'un simple club privé. Aujourd'hui, certains parlent du siècle comme d'une véritable société secrète avec ses propres codes, des membres triés sur le volet et surtout une influence considérable sur la société française. Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est que réellement le siècle? Comment un simple club privé fondé par un journaliste a bien pu devenir le lieu de pouvoir ultime en France? Et surtout, est-ce que le siècle est, comme beaucoup semblent le penser, la société secrète la plus puissante de France? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, on enquête sur le siècle. Paris, 18 août 1944. Alors que les troupes alliées foncent sur la capitale, une poignée d'hommes et de femmes extrêmement influents se réunissent en secret pour préparer l'après-guerre. Ils ne le savent pas encore, mais cette réunion ultra confidentielle va donner naissance au club privé le plus puissant de France, Le Siècle. Et parmi les personnes présentes à cette réunion, on retrouve un bon nombre de membres du réseau de résistance Espoir. La particularité de ce réseau, c'est que contrairement aux autres mouvements de résistance, l'écrasante majorité de ses membres appartenaient en fait au gouvernement de Vichy et étaient chargés de noyauter l'administration de l'intérieur. On a par exemple Alof de Louvencourt qui était chargé de mission à la direction du commerce extérieur et qui deviendra après la libération directeur de cabinet du ministre Johannes Dupraz. Il y a également Jean Motin, un conseiller d'État qui deviendra par la suite président de la Société nationale des entreprises de presse. Et surtout, à cette réunion secrète, il y a celui qui est considéré comme étant le véritable fondateur du siècle, Georges Bérard Kellin. Alors Georges Bérard Kellin, qu'on surnomme aussi Bécu, c'est un journaliste né en 1917 qui dès son plus jeune âge va devenir assez influent dans le monde de la presse. À seulement 17 ans, il commence à écrire pour le quotidien Lyon Républicain, puis rapidement il propose également ses services à d'autres journaux, de préférence de gauche, voire de gauche radicale. Pendant l'occupation, il travaille un temps au gouvernement de Vichy, en tant que secrétaire général de la rédaction de La France au Travail. Puis, en 1941, à seulement 24 ans, il crée sa propre agence de presse, nommée la Correspondance de Presse. En 1944, il est arrêté par la Gestapo et incarcéré à la prison de Fresnes le 9 février, avant de ressortir libre le 2 avril. Et quelques mois plus tard, nous voilà donc au soir du fameux 18 août 1944 et Bécu décide de réunir certains de ses amis résistants afin de leur parler de son petit projet secret, Le Siècle. Franc-maçon convaincu, la vision de Georges Bérard Kellin, c'est de créer un lieu de pouvoir ultime où tous les dirigeants du pays pourront discuter tranquillement, sans se soucier de leur habituel clivage politique. Il veut que de gauche ou de droite, toutes les élites françaises soient réunies en un seul et même lieu pour pouvoir échanger librement. Une vision ambitieuse pour un garçon de seulement 27 ans, mais qui va réussir à séduire les personnalités qui assistaient à cette petite réunion secrète. Et à peine 2 mois plus tard, le 18 octobre 1944, Le Siècle organise son premier dîner. Alors seulement 15 convives étaient présents, mais ce repas est considéré comme étant le véritable acte de naissance du puissant club privé. Quelques mois plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule officiellement, et le soir même pour fêter ça, Bécu ainsi qu'une poignée de membres du siècle dînent ensemble pour discuter du futur de la France, et de la manière dont ils devaient réussir à tirer profit de cette situation. La rumeur commence alors à circuler au sein des nouvelles élites françaises. Un club privé ultra sélectif vient d'ouvrir ses portes et c'est là-bas que seront prises les décisions les plus importantes. Et donc en à peine quelques années, la réputation du siècle explose. Tout Paris va entendre parler de ce club privé ultra élitiste qui n'acceptait à ses dîners que la crème de la crème du pouvoir français. Bécu est ravi, tout se passe exactement comme il l'avait imaginé et le siècle devient vite le lieu de pouvoir où se réunit régulièrement l'élite française. Les dîners se succèdent et les invités prestigieux aussi. On peut notamment citer François Mitterrand, ministre de l'Intérieur au début des années 50, qui deviendra un membre éminent du siècle et surtout un ami intime de Georges Bérard Kellin. Sous la 4ème République, le siècle devient vite très influent et une bonne partie de l'élite politique est membre du club. Mais c'est réellement à partir de 1958 et le passage à la 5ème République que le siècle change de dimension. En plus des politiques, le club va commencer à accueillir des hommes d'affaires influents, des journalistes, des avocats ou encore des universitaires de renom. Le club s'agrandit de plus en plus et c'est désormais plus de 400 personnes qui assistent au dîner mensuel de l'organisation qui à cette époque se déroule place Vendôme à l'Automobile Club de France.
France. Toutes les élites ou presque font partie de cette influente organisation. Pour vous donner une petite idée d'à quel point le siècle est important à cette époque, notamment au niveau politique, dites-vous qu'en 1978, sous le 3e gouvernement Raymond Barre, 58% des membres du gouvernement étaient membres du siècle. Un chiffre conséquent mais qui ne rivalise néanmoins pas avec le gouvernement d'Édouard Balladur en 1993, dont là 72% des membres appartenaient au siècle. On est d'accord, ce chiffre est assez impressionnant. Encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes et femmes politiques très puissants sont membres de l'organisation, comme les anciens premiers ministres Édouard Philippe et Elisabeth Borne, ou bien le président de la République Emmanuel Macron. Mais c'est pas tout, car il existe encore beaucoup de personnes influentes qui sont membres du siècle, et c'est donc le moment pour moi de tous vous les présenter. Alors avant de vous expliquer en détail qui sont les membres du siècle, il faut quand même que je vous explique comment sont choisis ces membres justement. Il faut savoir qu'à l'origine, l'une des conditions pour rentrer dans l'organisation, c'était d'être né au XXe siècle et pas avant. L'idée c'était que le siècle soit exclusivement composé de personnes jeunes afin de créer une dynamique nouvelle et moderne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison si spécifique que le club s'appelle le siècle. Ensuite, pour conserver cette idée que seules les personnes jeunes peuvent être membres du siècle, le club adopte en 1987 une limite d'âge stricte de 66 ans pour les membres simples et 69 pour les anciens membres du conseil d'administration. Mais cette limite d'âge sera encore repoussé dans les années 2010 pour passer cette fois-ci à 75 ans. Pour ce qui est des profils des membres, le siècle a encore une fois des critères bien spécifiques. Pas de personnalité d'extrême droite ni d'extrême gauche, faire preuve de courtoisie et de tolérance, être quelqu'un d'influent et d'important, faire preuve de discrétion et surtout être attaché aux valeurs de la République. Si une personne remplit tous ces critères, alors elle peut prétendre à rejoindre le siècle. Mais c'est pas pour autant qu'elle sera certaine de devenir membre du club. Il faut d'abord qu'elle passe par plusieurs étapes très importantes avant d'enfin rejoindre cette organisation si sélective. Tout d'abord, si une personne veut rejoindre le siècle, en fait elle le peut pas vraiment, c'est le siècle qui vient directement recruter ses nouveaux membres et non pas l'inverse. Donc ne pensez pas que vous pouvez vous pointer au dîner mensuel du club et postuler au siècle comme dans une organisation normale. Non, les nouveaux membres du siècle sont sélectionnés par le conseil d'administration du club. Ce dernier est un groupe de 12 personnes élues pour 3 ans et qui est dirigé par un président, qui en 2024 se nomme Pierre Sellal. Au cours des réunions du conseil d'administration, les membres peuvent soumettre des nouvelles candidatures qui seront alors étudiées pour décider si oui ou non la personne peut intégrer le siècle. Et d'ailleurs, pour qu'une candidature soit jugée recevable, il faut qu'elle soit appuyée par au moins 2 des 12 membres du conseil d'administration et l'un d'entre eux, qu'on nomme le présentateur, devra même se porter garant. Ensuite, si une candidature est acceptée, place au vote. Celui-ci est un peu spécial car les membres du conseil votent en utilisant des boules blanches et noires et globalement il faut au moins 2/3 des voix pour qu'une candidature soit validée. Mais attention, c'est pas parce qu'un candidat a été approuvé par le conseil qu'il devient automatiquement membre du siècle. Non, le candidat devient alors un invité des dîners du siècle, mais ne possède pas le statut de membre à part entière. Ce n'est qu'au bout d'1 an et après avoir assisté à au moins 4 dîners que le profil du candidat est réexaminé et qu'enfin il peut devenir membre du siècle. Si tel est le cas, il devra s'acquitter d'une cotisation annuelle d'environ 200 € et surtout le plus important, jurer de ne jamais révéler ce qui sera dit lors des dîners du siècle. Donc vous le voyez bien, la procédure pour devenir membre du club est extrêmement longue et fastidieuse et il y a certaines règles très strictes à absolument respecter pour entrer au siècle. Selon les auteurs du livre Histoire secrète du patronat, ce processus de sélection très rigoureux serait d'ailleurs fortement inspiré de la franc-maçonnerie, dont le recrutement des membres est quasi similaire à celui du siècle. Et d'ailleurs, en parlant de membres, concrètement, qui en France appartient à ce club si secret? Eh bien, pas mal de personnes que vous connaissez tous. En fait, c'est littéralement impossible pour moi de vous citer toutes les personnes influentes appartenant au siècle, car ça se chiffre par centaines. Littéralement. On passe d'hommes politiques incluant Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Jacques Attali, aux hommes d'affaires influents comme Yannick Bolloré, Édouard de Rothschild ou Jean-Yves Abrère, en passant par des journalistes comme David Pujadas, Patrick Poivre-Hanovre ou encore Laurent Geoffrin. Mais même là, je vous ai parlé que de 1% des membres du siècle, et honnêtement, il me faudrait faire une vidéo de 3 heures pour vous présenter en détail tous les membres de l'organisation. Alors, j'ai réfléchi à une solution, je me suis mis au travail et j'ai décidé de vous créer une nouvelle carte du pouvoir. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui savent pas ce que c'est qu'une carte du pouvoir, c'est des gigantesques cartes mentales que je crée afin que vous compreniez mieux qui sont les membres de telle ou telle organisation. J'en ai déjà créé 2 pour le groupe de Bilderberg et Kappa Beta Phi et je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en faire une également pour le siècle. Je vous affiche un petit extrait de la carte à l'écran pour que vous compreniez de quoi je parle et pour que vous visualisiez un peu plus à quoi ressemble cette nouvelle carte du pouvoir. Dedans, vous pouvez voir tous les membres importants du siècle, ce qu'ils font dans la vie et surtout leurs différents liens avec les autres membres de l'organisation. Si vous voulez vraiment comprendre l'influence du siècle, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette carte du pouvoir. Pour la consulter, c'est extrêmement simple et complètement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans ma bio et vraiment n'hésitez pas à aller la voir et me donner des retours par rapport à celle-ci car elle m'a vraiment pris beaucoup de temps à fabriquer. Merci sincèrement à tous ceux qui le feront. Ceci étant dit, on est reparti et après avoir parlé des membres du siècle, il est temps de vous expliquer comment se déroulent les dîners mythiques de l'organisation.
Bon, c'est bien beau de savoir qui est membre du siècle, encore faut-il comprendre réellement ce que cela implique, et surtout comment se déroulent les fameux dîners de l'organisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Georges Bérard-Kellin a fondé le siècle, son but, outre le fait de créer un lieu où les élites pouvaient se rencontrer, c'était aussi de pouvoir reproduire la tradition des dîners privés du 19e siècle. En fait, tout au long du 19e siècle, de nombreux cercles, clubs et dîners privés avaient été créés en France afin de réunir les élites de l'époque. On avait par exemple le dîner des Cinq, cercle ultra fermé composé uniquement de gens de lettres, dont Edmond de Goncourt, Flaubert, Zola, Tourguenieff et Alphonse Daudet. Il y avait également le dîner Big Show, un club privé très sélectif qui comptait comme membres les personnes les plus influentes de France à cette époque, comme Raymond Poincaré, le maréchal Foch ou bien le fils d'Alexandre Dumas. Et bien entendu, je ne peux pas ne pas évoquer le dîner Magny qui lui réunissait les écrivains et journalistes du 19e comme Théophile Gautier, Guy de Maupassant ou encore les frères Goncourt. Vous l'avez compris, ces dîners et clubs privés ultra sélectifs étaient donc très courants au 19e siècle. Les élites françaises pouvaient se réunir en toute intimité et discuter de tout et de rien, loin des regards indiscrets. Sauf qu'au début du 20e siècle, avec la première puis la seconde guerre mondiale, la plupart de ces dîners, cercles et clubs privés ont disparu et l'élite française s'est retrouvée dépossédée de lieux où se réunir discrètement. Et donc c'est en partie pour renouer avec cette tradition que Georges Bérard-Kellin a décidé de créer les dîners du siècle. D'ailleurs, même le déroulement des repas suit à peu de choses près le même schéma que ces fameux dîners et cercles privés du 19e. Tout commence le dernier mercredi de chaque mois. Les membres et invités du siècle se rendent à 20h au cercle de l'Union Interalliée, situé tout proche de l'Élysée, pour assister au traditionnel dîner de l'organisation. Une fois sur place, les membres du siècle commencent par déguster un petit apéritif au bar. Le champagne coule à flot, les langues se délient enfin, soulagées de pouvoir dire ce qu'elles pensent vraiment. Car tout le monde le sait, ce qui est dit au siècle reste au siècle. Dans son livre Dictionnaire des intellectuels français, Jacques Julliard explique d'ailleurs, je cite, « Dans ce grand forum bruissant s'échangent adresses, informations, services et amabilité sans que jamais, selon une règle non écrite, les propos tenus puissent donner lieu à une exploitation extérieure. À 20h45, fini l'apéritif, c'est enfin l'heure du mythique dîner du siècle. Les plans de table ont été soigneusement préparés à l'avance par un membre du conseil d'administration qui a pris bien soin de créer un plan sur mesure pour que chacun se trouve de dîner en dîner avec des convives différents. Une fois les invités installés, le dîner du siècle débute enfin. Les discussions s'animent et chacun essaie alors de tirer profit de ce dîner si particulier. Les politiques charment les journalistes, les hommes d'affaires concluent des transactions entre eux et les intellectuels discutent d'idées utopiques qui, selon eux, pourront redresser ce pays qui coule inexorablement depuis de trop nombreuses années. Vers 22h30, les discussions s'interrompent et peu à peu, chacun quitte le cercle de l'Union Interalliée pour regagner son domicile. Les invités espèrent de tout cœur avoir fait bonne impression et pouvoir devenir membres à part entière de l'organisation, tandis que les membres eux-mêmes rentrent chez eux ravis d'avoir pu échanger avec des personnes aussi importantes. Après une soirée riche en émotions, le siècle ferme ses portes, emportant avec lui des secrets dont nul n'aura jamais connaissance. Avec tout ce qu'on vient de voir dans les précédents chapitres, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le siècle est un lieu de pouvoir extrêmement influent dont fait partie la majorité des élites du pays. Que ce soit les présidents de la République, les journalistes, les avocats ou bien les hommes d'affaires fortunés, tous ou presque sont membres du siècle. Mais pour autant, est-ce qu'on peut affirmer avec certitude que ce club contrôle totalement la France et que ceux ne faisant pas partie de l'organisation n'ont aucun réel pouvoir ni influence? Bien en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Bon, tout d'abord, même si le siècle compte parmi ses membres beaucoup de personnes très puissantes, il manque quand même pas mal de monde. On en a déjà un peu parlé, mais les grands absents sont surtout l'extrême gauche et l'extrême droite. Pas de France Insoumise ni de Rassemblement National, au siècle les membres sont de gauche, de droite ou bien du centre. Donc peut-on vraiment prétendre être un endroit où toutes les élites se rassemblent quand certains groupes politiques pourtant très influents sont tout bonnement boycottés? Rien n'est moins sûr. Mais c'est pas tout. On peut également souligner l'absence de certaines grandes fortunes françaises en tant que membres du siècle, Bernard Arnault et Xavier Niel en tête. Cette absence s'expliquerait par le fait que les dîners du siècle sont jugés par certaines personnes puissantes comme étant des pures pertes de temps, ressemblant plus à des caricatures de banquets de Louis XIV qu'à un véritable lieu de rencontre des élites. Et si ce ressenti peut faire sourire à première vue, on se rend rapidement compte qu'il est en fait assez vrai et surtout partagé par pas mal de personnes. Car depuis sa création, le siècle a évolué et les personnes qui fréquentaient l'organisation aussi. Dites-vous que quand Georges Bérard-Kellin a créé les siècles, la France sortait de la guerre. Il fallait tout reconstruire et un lieu comme le siècle était alors l'endroit parfait pour que les élites politiques de tous bords puissent se rencontrer en toute discrétion et échanger librement. D'ailleurs pour l'anecdote, le siècle aurait dû initialement disparaître lors du passage à l'an 2000, comme pour montrer que son but était réellement d'aider la France à se relever de la guerre et qu'une fois sa mission accomplie, l'organisation disparaîtrait dans l'anonymat le plus total. Sauf que tout ne s'est donc pas passé comme prévu et au fur et à mesure des années, la situation a changé. Le siècle a vu ses membres historiques peu à peu passer la main et être remplacés par une nouvelle génération qui, elle, ne poursuivait
plus du tout les mêmes objectifs que ses aînés. On est passé d'un lieu dont l'objectif était d'aider la France de l'après-guerre à se remettre en selle à une véritable parodie de la noblesse du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les personnes allant au siècle n'y vont plus pour faire avancer le pays, mais plutôt pour boire du champagne et retrouver leurs vieux amis. C'est caricatural, mais c'est la réalité. Alors oui, bien sûr, le siècle est toujours un lieu de pouvoir extrêmement influent et beaucoup de personnes faisant partie de l'organisation sont parmi les plus puissantes de ce pays. Mais pour autant, le club a perdu de sa superbe et est aujourd'hui le miroir parfait du problème des élites françaises. Car on est passé d'un groupe de résistants qui avait pour projet de faire grandir le pays à une élite d'héritiers pratiquant le pantouflage et qui privilégie l'individualisme et l'entre-soi. Avant au siècle, les personnes s'opposaient et n'étaient pas d'accord sur tout, comme le montre par exemple la démission de Robert Badinter en 83 qui a quitté l'organisation suite au refus de cette dernière d'intégrer les femmes. C'était ça le siècle, s'opposer sur des sujets importants afin de faire grandir le pays. Mais aujourd'hui, cette époque est totalement révolue. Le siècle n'est plus clivé en différents camps politiques et différentes idées, mais plutôt écrasé par une sorte de pensée dominante qui ravage tout sur son passage. L'organisation est devenue l'opposé de ce à quoi elle aspirait à ses débuts, un lieu clos dominé par une pensée unique et dont la préoccupation initiale de ses membres n'est plus d'aider le pays à avancer, mais plutôt de tout faire pour conserver leur pouvoir et leur influence. Le rêve de Georges Bérard-Quélin est mort et le siècle est devenu le symbole d'une société française qui n'avance plus, une société française dont les élites sont déconnectées de la réalité, une société française fragmentée et brisée, une société française au bord de l'implosion. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de parler du siècle car je trouve que pour comprendre comment fonctionne la France, il faut déjà connaître cette organisation et savoir comment elle fonctionne. Le siècle est aujourd'hui un lieu de pouvoir immense et savoir que la plupart des élites du pays en font partie, c'est quand même assez fou. Dites-vous que lors des dîners du siècle, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande peuvent très bien dîner à la même table et rigoler ensemble, alors que le lendemain, ils s'insulteront copieusement sur les plateaux télé. Ça peut sembler dingue, mais c'est pourtant la réalité. D'ailleurs, des exemples comme ça, je peux vous en citer des dizaines. Et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder la carte du pouvoir. C'est le premier lien en description et c'est complètement gratuit, faites-vous plaisir. En tout cas, merci du fond du cœur de votre soutien. On est de plus en plus sur cette chaîne YouTube et accrochez-vous bien, car là, on en est encore qu'au début. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Likez-la et abonnez-vous si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour réellement comprendre comment le monde marche.